Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show, dernier numéro de cette semaine, de ce mois aussi. Nous sommes heureux de partager cet instant avec vous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est vendredi 30 août 2024. Et nous avons une pensée pour l'hôtel 30 août à Palibé. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons sélectionné, visité juste 2 rédactions ce matin. Et ces rédactions, naturellement, seront au téléphone avec nous. Économie et développement avec Joseph Gada tout à l'heure depuis sa cité de Diagouli. Et puis, Tampa Express avec Francisco Napokura qui sera au téléphone avec nous dans un instant. Et puis, ce matin, dans 10 minutes pour trancher, on l'annonçait, notre invité, Florence Yawa Kugan, ministre de la Communication des médias, de la culture et porte-parole du gouvernement. On reviendra sur essentiellement la mission assignée au gouvernement de transition. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec attendez, le quotidien Togo à matin. Notre confrère parle de Ashkrun, réconciliation nationale. Le Ashkrun restitue la maison de feu colonel TP à la famille. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de Nicolas Atta. Autre sujet qu'on pourra lire dans le quotidien Togo matin. Dernière heure, attaque terroriste au Burkina Faso, 300 morts. Le journal revient sur le sujet. C'est le quotidien Togo à matin. Et puis une autre rédaction, celle qui est au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction de Journal Tampa Express et nous accueillons Francisco Napokura. Bonjour Francisco Napokura. Oui, bonjour cher Irrigator, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et alors, nous vous avons appelé ce matin pour évoquer certains sujets, notamment ce sujet de licenciement au niveau de la société Otam Sarl au Togo. Et vous parlez de licenciement pour raisons économiques non justifiées. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Franco? Oui, cher Irrigator, on dirait que les licenciements des employés sont devenus un sport favori dans notre pays au Togo. Mais pourquoi vous dites ça? Notre précédent numéro a fait cas des vagues de licenciements qui ont eu lieu au niveau de la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA, que ce soit au niveau du textile et au niveau de soja, l'industrie de soja. Donc, aujourd'hui, nous abordons celui du chantier naval Otam. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Otam, c'est une société qui répare les bateaux. Donc, c'est une activité qui ramasse de gros sous. Mais à l'arrivée, on constate que
10 agents, comme ça, ont été licenciés. Et il faut voir, on dit pour des raisons économiques, mais quand vous voyez le nombre de bateaux, parce que nous sommes allés au fond du dossier, et le nombre de bateaux que cette entreprise a traités, que ce soit en 2023 et même cette année, 2024, nous les avons recensés et nous avons estimé en quelque sorte combien un bateau réparé ramène comme de l'argent et comment le système d'encaissement également disons des recettes de la société. C'est-à-dire que vous avez une société qui est créée au Togo de droit togolais, mais les grosses factures, sinon pratiquement toutes les factures sont payées à l'étranger. Et c'est de l'argent pratiquement qui n'est pas rapatrié sur le sol togolais. Donc c'est en quelque sorte une sorte d'évasion fiscale qui est mise en place. Et donc nous avons abordé tout ça et en adressant bien évidemment des courriers au DG de la société, que ce soit par mail ou par au courrier physique, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Et voilà, une société qui est dans la zone franche, puisque Otam est aussi dans la zone franche, tout comme la PIA. Oui. Donc, ils ont les mêmes modes de fonctionnement pratiquement, et parce qu'ils s'appuient sur, tout s'appuie pratiquement sur le nouveau code du travail qui a été adopté, je crois, en 2000, j'oublie l'année. Donc, ce code du travail, d'abord même limite les droits de licenciement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser, par exemple, 2 ans. Et ailleurs, c'est qu'on a créé des employés intérimaires qu'on utilise pendant 3 mois et 6 mois, et même parfois jusqu'à 2 ans. On les relâche dans la nature pour ne pas les employer directement. Et après, on les rappelle quelque temps après. C'est le même mode de fonctionnement qui se trouve à Togo, comment vous l'appelez. Et chose donc, pratiquement, les Togolais aujourd'hui sont devenus des employés précaires. Donc, que les lecteurs se saisissent de ce numéro, oui, pour qu'ils puissent voir le mode de fonctionnement. Comment les gens viennent s'enrichir au Togo. C'est des gens qui viennent avec des trolley, comme ça, à l'aéroport. Par exemple, quand nous prenons Gilles Camer, le DG de Otam, il était arrivé ici comme un simple plongeur. Ah bon? Si vous vous rappelez, il vous souvient que nous avons un ministre... nous avons eu un ministre bien sûr. De Fort Gnassingbé qui était un plongeur. Bon. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire que ce ministre continue de faire la pige à Otam parce qu'il va aussi pour plonger. Ah bon? Mais lui n'est pas devenu riche. Oui. Lui n'est pas devenu immensement riche comme Gilles Calmer qui a des immeubles partout ici au Togo. Il fait la fête, la Java. Bon, que le lecteur s'approprie pour voir le contenu de ce Alors, ce qui est intéressant, ce fameux Gilles Calmès a été fait donc chevalier de l'Ordre national du mérite. Vous l'avez aussi mentionné. Ben, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Tampa Express dans les kiosques encore aujourd'hui. Si on a un peu de la chance, puisque le journal est sorti il y a 2 jours, si les auditeurs, les lecteurs ont encore de la chance, ils pourront donc lire cet article-là dans votre journal. Alors, retour sur la scène de crime. Alors, j'ai tellement lu d'articles sur cet ancien ministre. Là, ce matin aussi, vous mettez une couche, je ne sais pas trop. En attendant les audits, docteur Pierre Lamadoukou peut toujours rester serein, c'est ça? Oui, bon, vous savez, la mode d'aujourd'hui, c'est que quand un journal sort un article, et on voit par la suite, dans d'autres journaux ou par Internet, des droits de réponse, des répliques, pas des droits de réponse, des répliques. Et ce qui est contraire à la loi, parce que quand un journal sort un article et que vous n'êtes pas content, vous vous adressez au journal. Ceux qui veulent convoquer le journal, soit à la justice ou chez la HAC,
Et donc, nous avons vu que, voilà, les gens se disent qu'ils sont sereins parce qu'ils n'ont rien fait. Même on a constaté qu'ils provoquent même l'État, que, bon, aucun audit n'est fait pour justifier leur culpabilité et tout. Donc, en attendant, parce que inéluctablement, il y aura beaucoup d'audits après ce remaniement gouvernemental. Donc, on verra la suite. Donc, qu'ils continuent d'être sereins. Non, attendez. Voilà, vous êtes dans le secret des dieux pour savoir qu'il y aura des audits pour les ministres? Pour le ministère? Il y en aura. Il y en a eu. Même au cours des gouvernements qui sont passés, il y en a eu. Il y a l'inspection générale du travail qui fait les audits. Et il y a les inspections du Trésor également qui font du travail. Mais c'est la destination qu'on en fait. Parce que, on ne vous cache pas, il y a des réseaux. Quand un ministre, une autorité accablée, il active son réseau. Et on va demander pardon, entre guillemets, et ça s'efface. Mais ça ne restera pas éternellement ainsi. Un jour, ça va changer. D'accord, très bien. En tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Tampa Express. Mais attendez, je voulais qu'on parle légèrement, en une minute, de Pontre. Vous parlez d'une chronique, d'une fête traditionnelle qui est prise en otage clairement aujourd'hui? Oui, cher Eric Gaston, vous savez, nos fêtes traditionnelles au Togo pratiquement sont prises en otage par des hommes politiques. Est-ce que vous avez entendu cette année parler de Odontou, la fête des Ignames à Takwame, qui se fête le premier samedi du mois d'août? Cette année, malgré le fait que même la ministre de la Communication est de la zone, on n'a pas vu ces festivités à travers les médias. C'est parce que on dit que cette fête-là a été fêtée dans une autre préfecture que compte comment on l'appelle disons plateau ouest. Donc également au niveau de Bassa, c'est comme ça. À l'origine, c'est les fonctionnaires qui avaient émis une doléance pour dire que les jours ouvrés, parce que ce qu'on appelle couché, ça peut tomber, c'est-à-dire que le jour de la fête même, ça peut tomber sur un jour ouvré. Donc, qui a émis la doléance et que, bon, voilà, on ne peut pas venir à la fête parce que nous sommes des fonctionnaires pour avoir une permission au jour de travail, ça va être compliqué. Et c'est ça qui a fait qu'on a repoussé les fêtes sur les week-ends, disons les samedis. Okay. Et donc, pratiquement, c'est devenu comme une loi et les fonctionnaires, n'est-ce pas, ont émis l'idée et les politiciens en ont pris. Et aujourd'hui, on dit que cette année, la fête se fêtera à Berenkouka, l'année prochaine, c'est à Bassa. Et puis, bon, d'autres parties du territoire restent comme ça, alors que la fête, on le sait, c'est un événement qui apporte de l'argent à chaque communauté. Donc, il faut repenser, n'est-ce pas, à ces genres de manifestations. D'accord, très bien. Écoutez, tout ça, c'est à lire dans votre journal, le Tampa Express, qu'on pourra aussi avoir, si on a un peu de chance, dans les caisses consommateurs. En tout cas, moi, j'ai mon exemplaire. Oui, bon. Et donc, du coup, moi, je ne me plaindrai pas. Il faut aller au site www.tampa.net et puis c'est fini, c'est réglé. Ah, d'accord. Tout est là-bas. Ah, tout est là-bas. Ben, tout super. Est là-bas. Super. www.tampa.net. Voilà. D'accord, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Francis Konapokora, pour votre disponibilité. Merci, cher irrigateur. Alors, bon week-end. Bon week-end à vous. On va vous accompagner avec un morceau de Gérard Lenormand. Si j'étais président de la République. On fera des audits. Allez, bonne journée, bon week-end. Si j'étais président. Oui, de la République. Enfin, bon, il va falloir définir la République dont il s'agit. Allez, à bientôt. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique.
que je n'en ai pas. Je lui dis simplement si j'étais président. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président. Simpler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, Et voilà, Gérard Lenormand, si j'étais président, je ne sais pas si j'étais président, moi j'allais nommer Joseph Gada, le ministre bah, tu veux prendre quel ministère? Non, ministère de l'Agriculture, c'est mieux. Bon, je te nomme virtuellement le ministre de l'Agriculture chargé des affaires de la cité de Djagbli. Ah ouais, et je l'accepte même. Bonjour, grand citoyen d'État. Bonjour à tous les fidèles auditeurs au-dessus de Taxi FM. Depuis la cité de Djagbli, oui. où il fait très beau ce matin. Et nous saluons également de passage tous les producteurs agricoles sur le territoire. Bien sûr, on va dire que dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal L'éveil de la Nation, le confrère Paul Daneron, principauté des baobabs, docteur Sandra Johnson, patronne, la lutte contre le glaucome, vous lirez l'article dans le journal. Affaire Frère Oumvi, le gangstérisme d'État de Patrice Talon, dénoncé donc par les organisations de la société civile. Le confrère revient sur le sujet. L'OTR se dote d'une application mobile pour lutter contre les contrefaçons. Les détails donc à lire dans l'hebdomadaire L'éveil de la Nation dans les kiosques ce jour. Autre journal dans les kiosques ce matin, c'est le quotidien Togo Presse. Togo Presse qui revient sur le premier Assemblée générale des présidents de la PRA UEMOA Guinée. Voilà. La mise en œuvre effective de la TNT au cœur des travaux. Les détails à lire dans le journal. Réparation et réconciliation. Le H-Crune restitue un immeuble de feu colonel TP Kofi à Feignon aux ayants droit. Le journal revient sur le sujet. Et puis quoi encore, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Un nouvel engagement pour le Togo à travers le projet STILT lancé hier. Les détails, c'est dans le quotidien Togo Presse, dans les kiosques ce matin. Le Canard indépendant est aussi dans le kiosque ce jour. À énième ou enlèvement d'un citoyen béninois à Lomé, le dangereux virage du régime Talon. Avec une interrogation à la clé, les Togolais sont-ils vraiment en sécurité? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez donc l'article dans le journal Le Canard indépendant. Processus de réconciliation. Le H-Crune restitue un immeuble de feu colonel TP à sa famille. Vol de couvercle d'égout, un fléau pour les communes. Le confrère en parle. Et puis 5e République et ses institutions. Flou persistant, écrit le confrère Le Canard indépendant. Le détail donc de tous ces sujets, c'est à lire dans l'hebdomadaire Le Canard indépendant, dans les kiosques ce vendredi.
Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient sur les indices du chiffre d'affaires dans le commerce au Togo. Baisse de 21,2% au premier trimestre 2024. Les détails donc à lire dans le journal. Autre sujet, Nanatech Immersion, un programme pour accroître la compétitivité des femmes entrepreneurs. Le confrère revient sur le sujet. On lirait donc l'article dans le journal Ecofinance dans le kiosque ce matin. Il y a d'autres sujets également, notamment sur la zone UEMOA. La zone UEMOA, forte augmentation de la circulation, on va dire, fiduciaire à fin mai 2024. Les détails donc à lire dans le journal Ecofinance dans le kiosque ce matin. Alors, on a réussi à avoir Joseph apparemment des soucis donc dans sa cité de Diagoulé. Joe, vous êtes là? Je suis bien là. Avec les problèmes des réseaux. Oui, si. Bon, voilà, on a changé de ligne, on va voir ce que ça va donner. Alors, on parlait des agropoles, de leur gestion, surtout avec le financement de la BAD à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, je disais que ce projet de transformation agricole a été lancé déjà par le chef de l'État depuis 2019. Avec un budget de 35 milliards francs CFA. Et depuis 2019, ce projet fait vraiment son bonhomme de chemin et a déjà reçu plusieurs appuis des partenaires. Et la BOAD en a financé, il y a de cela quelques mois, 30 milliards ce projet, après avoir financé 10 milliards. Et cette fois-ci, c'est la Banque africaine de développement qui met ça met à la patte avec 15 milliards de francs CFA. Nous pouvons aussi citer en passant aussi les Coréens, la fondation sud-coréenne Samuel, qui aussi en a injecté déjà 2,7 milliards depuis 2019. Donc c'est un grand projet qui permettra quand même de transformer toute l'agriculture togolaise en créant des pôles industriels, ce que nous appelons communément les agropoles. Et nous avons un cas quand même d'école qui est l'agropole de Kara. Donc cette fois-ci, avec ce financement, puisqu'il est prévu au total 10 agropoles, donc avec ce financement, c'est l'agropole de Broku, situé dans la préfecture de Toupelgou, qui sera quand même mise en œuvre à travers cet accompagnement de la BAD. Et spécialement, qu'est-ce qui serait fait, comme on prononce souvent les agropoles, ça permet quand même de circonscrire quand même une zone de production agricole. Alors cette fois-ci, des produits agricoles seront ciblés, notamment le riz, le maïs, et tout ce qu'on peut voir comme les céréales, les mils et autres, sans oublier l'élevage. Et surtout dans tout ça, là, ce qui est profitable, c'est que la zone sera aussi développée avec l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, et on parle de plus de 800 000 personnes qui vont quand même bénéficier de ce projet, dont 50% concernent les femmes. Oui. Donc c'est un grand projet. Et nous croyons que le Togo va conserver sa souveraineté alimentaire et avec ses partenaires et avec la gestion de ce projet. Nous constaterons que dans les années à venir, le Togo peut dépendre techniquement de sa production locale. D'accord. Sans toutefois aussi quand même oublier l'exportation, mais je pense que pour le gouvernement, l'idée est que le Togolais puisse quand même manger ou bien consommer localement. Donc c'est notre c'est tout ce que nous voulons. Oui, c'est ça le souhait aujourd'hui, clairement. Et nous croyons que au-delà de tout, les autres agriculteurs ou bien les producteurs ne seront pas oubliés, ceux qui ne sont pas dans les agropoles. Et peut-être avec le CERN, nous allons faire un dossier spécial aussi sur les agropoles, les apports de l'agropoles dans l'agriculture. Et aujourd'hui, avec la hausse des prix des produits agricoles, oui. Et la participation. Oui, mais Joe, excusez-moi, Joseph, les agropoles depuis 2019, ça produit quoi? C'est pour cela que je parlais de ce parce que je ne voulais pas aussi rentrer dans ce dossier tout à l'heure. D'accord. Parce que nous avons déjà échangé avec certains producteurs qui ne font pas partie de l'agropole. Et nous avons pu demander si le chef de l'État a pu investir de l'argent dans les agropoles. Comment se fait, c'est que nous avons encore des produits qui coûtent cher
sur le territoire. Alors, donc, nous sommes en train de faire les enquêtes, et parce que sur le terrain, il faut dire que les producteurs qui ne bénéficient pas des agropoles sont vraiment aigris. Parce que normalement, ceux qui sont au niveau des agropoles et qui bénéficient de l'irrigation, qui bénéficient des semences, qui bénéficient même des infrastructures, de matériel agricole, normalement devaient faire une bonne production. Et à travers cette production, les prix agricoles, les prix des produits agricoles devaient quand même être à la baisse. Oui, bien sûr. On constate que ce sont plutôt ces gens-là qui haussent le prix de ces produits agricoles. Vous voyez, ce qui fait que les producteurs qui ne bénéficient pas de ces agropoles et qui sont dans les fermes hautes-là n'arrivent pas à vendre leurs produits et surtout à subvenir à leurs besoins. Donc, je pense qu'au-delà de tout, il faudrait que le gouvernement aussi fasse des audits, de ces agropoles plutôt, et voir comment ces agropoles profitent effectivement à la population. Oui, c'est vraiment important. Donc, c'est important. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que nous avons déjà approché certaines personnes, et il va falloir que le gouvernement quand même revoie effectivement la gestion de ces agropoles, surtout ceux qui quand même pilotent ce projet, pour que les gens ne détournent pas le projet, parce que lorsque vous bénéficiez des financements de l'État, cela suppose que ce que vous allez produire, c'est pour l'État, et ça doit permettre quand même à nourrir la population. Si malheureusement les gens, maintenant, au lieu que ces produits soient à Lomé ou bien au Togo, peut-être plutôt l'exporter, je pense qu'il y a un problème. Oui, véritablement. En tout cas. Donc là, c'est la question de savoir les agropoles, à quoi ça sert quand même au Togo. Véritablement, parce que depuis 2019, si on est en 2024 et on parle encore ou toujours de projets, on peut se poser beaucoup de questions. Un autre élément rapidement, avant de vous laisser partir, puisque le temps est contre nous, à peu près comme on dit dans le quartier, le Mali est le peloton de tête aujourd'hui avec une production cotonnière d'un peu plus de 600 000 tonnes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Voilà. C'est ce qui est vraiment étonnant. Oui, bien sûr. On sait l'actualité politique dans ce pays où chaque jour on se bat contre les djihadistes. La question est de savoir comment se fait que ce pays arrive quand même à faire une telle position et à dépasser quand même le peloton de tête dans l'espace de 2 mois. C'est que c'est que tout simplement parce que depuis que l'État est arrivé quand même à la tête de ce pays, il en a fait le coton, le produit principal agricole d'exportation quand même du Mali, et avec un investissement, un appel à investissement aux investisseurs. Mais le premier pas, c'est plutôt le ministre de l'Agriculture, lui qui est technicien et qui met toujours les producteurs, mais du moins les producteurs en confiance, avec des visites inopinées sur le terrain. Donc, ce qui fait que lui-même, il est déjà en contact avec tout ce qui se passe sur le terrain. Il raconte quand même les difficultés des producteurs et arrive à les résoudre à temps. Vous voyez déjà. Donc, déjà, cette approche du ministre à chaque fois sur le terrain réconforte les producteurs. Donc, voilà, ça c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est que directement, ils ont pensé déjà à la création des usines d'engrenage avec une capacité de 90 000 tonnes de traitement de coton par an. Vous voyez que ce sont des projets vraiment mirobolants et qui capacitent quand même à la création de l'emploi et créer de la richesse dans le pays. Ce qui fait que beaucoup de jeunes quand même affluent vers ce secteur. Donc c'est un secteur aujourd'hui, c'est un secteur porteur et aujourd'hui les résultats sont là. D'accord, très bien. Donc, nous croyons que cet exemple quand même fera feu quand même au niveau aussi du ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse quand même voir chaque fois le ministre de l'Agriculture sur le terrain de temps en temps avec les techniciens. Je pense que c'est ça aussi, ça va quand même booster les producteurs togolais à produire davantage. Vous-même, vous savez qu'au niveau du Togo, cette année, c'était 67 000 tonnes que nous avons produit, avec l'espoir de produire 85 000 tonnes l'année prochaine. Mais vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, il y a difficulté que les producteurs de coton avaient rencontré
avec l'âme. Oui, ça a été géré d'une manière ou d'une autre. Ça a été géré par le chef de l'État. Exactement, jusqu'au sommet de l'État. Je pense que le climat est plus serein sur le terrain. Et nous croyons que, comme je l'avais dit, lors de l'engagement de l'ONAM au Togo, de l'âme au Togo, il a été dit, et la création aussi des grenage pour pouvoir quand même aller à un coton maître du Togo. Mais ce projet tarde toujours. On va prier. Peut-être avec le gouvernement de transition, tout cela va être mis en place. Donc nous croyons qu'avec le gouvernement de transition, dans les jours à venir, ce projet quand même viendra et que la Togo quand même puisse quand même trouver gain de cause. Alors, puisqu'on parle de l'agriculture beaucoup avec vous, et le morceau qu'on a choisi pour vous accompagner, Joe. En tout cas, merci à vous, parce qu'il y a beaucoup de sujets assez intéressants qu'on pourra découvrir dans votre journal Économie et Développement, dans lequel ce vendredi matin, c'est, si vous devinez ça, vous avez 5 000 francs CFA. Un billet tout neuf. L'agriculture. Oui. Indice. Ça, c'est toujours ma chanson fétiche. Laquelle? Non, vous avez perdu. D'accord. Écoute ça. Écoute ça. Micho Nemia Yaglé. Micho. Allez, merci beaucoup Joe. Et bonne journée, hein. C'est comme ça sur Taxi FM chaque matin, notre show matinal avec la presse togolaise. Allez, bon week-end. Bon week-end. So cool, Joey. Musique on now. Sona Yaglé. Concerto on now. Yaglé. Sona Yaglé. Asiye Osana. Sona Yaglé. Yoromo no now. Sona Yaglé. Voilà, Micho. Yaglé, amesiamene sosé. Alors, je vais rappeler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce vendredi matin. Vous avez, entre autres, l'éveil de la nation. Il y a économie et développement, l'économie du Togo, Togo Presse, le quotidien Togo Matin, le quotidien Ecofinance. Voilà, vous avez le Canard indépendant aussi qui est dans le kiosque ce matin. Et puis, n'oubliez pas d'aller acheter aussi Tampa Express pour avoir les informations. Il est 7h50 sur la radio. Dans moins d'une minute, notre invitée ce matin, c'est Madame Florence Yawa Kuyan. Elle est la ministre de la Communication, des Médias, de la Culture et surtout porte-parole du gouvernement. On a beaucoup de questions à lui poser ce matin. Et vous aussi qui nous écoutez, apprêtez vos questions. Et c'est parti. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher ce matin, comme annoncé, notre invité, c'est Madame Yawa Kuyan, ministre de la Communication, des Médias, de la Culture et porte-parole du gouvernement. Madame la ministre, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment est-ce que vous vous portez? Il semble que hier vous avez bien dansé à Néro. Oui, hier je me suis retrouvée ensemble avec des collègues membres du gouvernement, Madame le Premier ministre, à la cérémonie de Kpesoso, qui constitue le point culminant des festivités dans le cadre de Epekpe. Chez nos frères et sœurs du peuple gain. Donc c'était une liesse, des belles couleurs, des danses très inspirantes. Donc voilà, c'est à quoi nous avons consacré la journée d'hier, et c'est la culture togolaise qui s'en porte toujours très bien. Oui, vous avez aussi depuis quelques jours le portefeuille de la culture, naturellement, on pourra placer un mot là-dessus. Mais avant de
de faire la projection, puisqu'on vous a aussi invité, entre autres, pour revenir sur la déclaration des politiques générales du gouvernement, telle qu'elle prononcée il y a 8 semaines exactement à l'Assemblée nationale. Et essayer savoir à peu près quelle est la feuille de route, quelle est la vision que le président de la République vous a donc assigné comme travail à faire. Mais avant cette projection, est-ce qu'on peut parler de l'existant? Je voulais qu'on dresse un petit peu le bilan de la feuille de route 2020-2025. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos concitoyens aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Alors, merci Eric pour la question. Peut-être un point de précision, si vous en convenez avec moi. Tout à fait, que nous ne fassions pas déjà le bilan de la feuille de route, puisque son cadrage temporel, c'est 2020-2025, mais que nous nous intéressions, et c'est tout à fait normal, à l'état de mise en œuvre donc de cette feuille de route. À ce stade, nous nous trouvons au mois d'août 2024, un certain nombre d'années après. On est juste à quelques mois de la fin. Voilà, donc je voudrais qu'on partage quelques repères. Ça nous permettra de nous faire chacun notre idée de ce qui a été fait sous l'égide de cette feuille de route. Et dans ces repères, il faut, à mon sens, revenir sur le contexte. Dans quel contexte la feuille de route a été exécutée? Ce contexte est dessiné par un monde de la Covid-19. Lorsque vous prenez le continent américain, c'est les années de la reconquête industrielle, les questions environnementales qui remontent. En Europe, essentiellement, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sur notre continent, nous avons une Afrique de plus en plus de vulnérabilité structurelle, la sécheresse par là, les inondations par là, parfois des tensions alimentaires. Dans notre région, en Afrique de l'Ouest, une persistance d'un contexte sécuritaire préoccupant, extrémisme violent, terrorisme, attaques, et donc c'est dans ce contexte que la feuille de route a été mise en œuvre avec un impact croisé et croissant. Des multiples crises dans les autres régions, sur notre région, parce que le monde est aujourd'hui globalisé. Ceci étant, je voudrais dire que dans ce contexte, la feuille de route du gouvernement 2020-2025 a permis d'amoindrir pour le Togolais les effets induits de cette conjoncture qui n'est pas facile. Notamment qui se manifeste par la raréfaction des ressources financières, la hausse des taux, un phénomène d'inflation qui va et qui vient un peu capricieux, et les conséquences du changement climatique, etc. On pourrait en citer d'autres, mais pour en revenir à ce qui nous intéresse ce matin, dire que dans le même temps, la feuille de route a permis d'impulser au niveau de notre pays une hausse significative des investissements publics, parce que vous me direz c'est le rôle de l'État aussi. Quand les temps deviennent durs, l'État est dans son rôle lorsqu'il intervient pour soutenir l'économie, pour garantir les minima sociaux autant que possible et pour protéger les citoyens. Les investissements publics dans notre pays ont donc connu une progression de 42% sur 3 ans lorsqu'on fait les statistiques de 2020 à 2023. Ils sont passés donc de 3 942 milliards de francs CFA en 2020 à 5 593 milliards de francs CFA en 2024. Les investissements publics. Voilà. Et tout de suite corrélé à cela, vous avez l'économie qui a fait preuve de résilience en dépit du contexte très difficile qu'on a rappelé tout à l'heure. 2% de taux de croissance en 2020, 6,4% de taux de croissance en 2023. C'est projeté à peu près 6,6% pour 2024. Donc, disons que les choses vont croissant et vont doucement. Et alors, s'il faut parler de l'état de mise en œuvre, on va peut-être prendre quelques secteurs. Dans le domaine de la sécurité,
qui s'impose en tout état de cause, parce que la sécurité est la condition de notre vie tranquille d'abord, mais aussi la condition de la possibilité pour chacun d'entre nous d'aller et de venir, de vaquer à ses occupations et de pouvoir créer de la croissance. En matière de sécurité, des choses ont été faites. Vous avez vu, nous avons une loi de programmation militaire désormais. La sécurité fait de plus en plus partie de la vie de nous tous, avec une politique de proximité fondée sur la décentralisation. Et depuis un certain temps, l'installation dans toutes les communes du Togo d'au moins un commissariat de police, une brigade de gendarmerie. En matière de sécurité, nous pouvons donc mentionner cela. Dans le domaine de la santé, il y a eu des choses qui ont été faites. Amélioration de l'offre de qualité de soins, la construction, la réhabilitation, l'équipement de structures sanitaires, le recrutement d'agents de la santé, leur formation. On peut observer le même processus en matière d'éducation, notamment donc construction, réhabilitation d'établissements scolaires, recrutement dans la fonction publique d'enseignants, formation de ces enseignants, à la fois formation initiale mais également formation professionnelle. Dans le domaine de l'inclusion sociale, notamment les taux d'accès à l'eau potable pour nos concitoyens et allé en s'améliorant. Nous sommes actuellement à peu près 69%. 69% également en termes d'accès à l'électricité, raccordement à l'électricité. Donc ça progresse. L'inclusion financière a fait son bonhomme de chemin. L'agriculture connaît une transformation qui n'a pas vocation à être brutale, mais progressive pour bien l'infiltrer à travers la promotion de la mécanisation, l'irrigation, des pilotes qui sont faits pour ce qu'on appelle les apps d'excellence, la disponibilité, des dispositions prises pour la disponibilité des engrais couvrant la totalité des besoins nationaux, ce qui n'est pas négligeable. Et donc une transformation progressive de l'agriculture, la création des emplois autant dans la fonction publique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi dans le secteur privé. C'est vrai qu'il reste à peu près 16 mois pour qu'on fasse le bilan de cette feuille de route 2020-2025, mais en même temps, quand vous parlez de croissance par exemple, et quand on observe, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont sur le papier, et puis quand on va donc dans l'opinion, on interroge les populations, des fois on a le sentiment qu'il y a une grosse différence. Est-ce que vous, de là où vous êtes, quels sont les détails, les informations que vous avez des populations, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est la même chose entre ce que vous dites, ce qui est sur le papier? Est-ce que ressentent les populations, ce qu'elles vous disent? Est-ce que c'est pareil? Alors, on va dire que comparaison n'est pas raison, même si je crois comprendre votre question, parce que il se trouve que tous autant que nous sommes, nous nous trouvons au niveau que les économistes appellent micro, et que les chiffres, lorsque vous parlez de la croissance économique au plan national, c'est un chiffre macroéconomique. Exact. Votre question, c'est pourquoi toutes ces belles performances, en réalité, si je peux reformuler, et vous me direz si j'ai raison, ne sont pas encore ressenties ou ne sont pas plus ressentis sur le panier de la ménagère que nous avons tous. Vous avez totalement compris. D'accord. Je ne veux pas être assez clair comme ça. Allez-y. Non, je pense que nous devons la clarté aux auditeurs. Le temps pour moi de dire que c'est un objectif que nous devons nous attacher à mesurer par défaut en ne nous détachant jamais du contexte. Okay. C'est le contexte qui fera que lorsque vous achetez telle denrée à 500 francs et que vous avez les repères qu'il faut pour mesurer le prix de la chose en tenant compte du contexte de l'inflation dans la région ou dans le pays où vous achetez, eh bien vous irez, si vous avez toujours ces informations, comparer avec le prix réel qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu des efforts par ailleurs pour réduire l'effet de l'inflation, ou alors s'il y a eu de la part de votre gouvernement des subventions sur telle ou telle autre denrée. Donc vous avez comme ça un certain nombre d'outils qui sont convoqués pour, de façon classique, comme on dit, lutter contre la vie chère. Je préfère dire préserver le pouvoir d'achat autant que faire se peut. Alors, vous avez parlé aussi de l'agriculture.
Tout à l'heure, quand on échangeait avec le confrère Joseph Gada, on se rend compte que le projet Agropole, ça continue toujours. Alors on se demandait, mais pourquoi est-ce que depuis 2019, on n'est pas arrivé à stabiliser cette zone-là, ou ces zones-là, ces projets, ces agropoles? Alors, les agropoles ont commencé par celle de Kara. Et donc, actuellement, c'est l'agropole de Kara qui continue à être mise en œuvre sous la forme d'un pilote. Ailleurs, en réalité, je crois que nous faisons une confusion des termes. Ce sont des zones d'aménagement agricole planifiées que nous appelons les ZAP de façon générale. Mais cette confusion n'est pas totalement erronée parce qu'en réalité, les agropoles ont vocation à être de grosses ZAP intégrées. Donc, si vous posez la question sur l'agriculture, on comprend que c'est l'agriculture. Et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? J'ai envie de vous ramener à ce que je disais tout à l'heure. En réalité, ce sont des progrès, des avancées qui, lorsque vous le mesurez avec les instruments qu'il faut, sont quand même sensibles. Maintenant, le ressenti n'est pas exactement le même parce que les besoins sont très nombreux. Les attentes tout à fait légitimes sont grandes et donc on a envie que ça aille plus vite. Et je crois que c'est dans le sens de ce plus vite là d'ailleurs que au niveau du gouvernement, vous l'avez entendu dans la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, il a été souvent question de renforcer, de poursuivre, d'accélérer. Alors, je voulais maintenant qu'on avance à peu près, essayer de voir quelle est la vision que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que le président Faure Gnassingbé vous a dit lorsqu'il vous a reçu? Enfin, je parlais, vous l'avez bien compris peut-être aussi, Conseil des ministres, juste quelques heures après donc, la déclaration de politique générale. Quelle vision vous avez aujourd'hui en disant, vous, je parle du gouvernement, pour sortir les populations de leur souffrance? Parce que quand on écoute certains, vous allez mesurer ça tout à l'heure lorsque je vais commencer par appeler. Quelle est la politique que vous avez pour leur sortir de la misère, totalement? Alors, je ne veux pas faire de démagogie en disant que ou que le gouvernement a une baguette magique qui va tout de suite mettre fin à tous les défis, à toutes les contraintes auxquelles nous sommes exposés. Et en réalité, quand vous parlez des Togolais, vous parlez également des membres du gouvernement qui sont des Togolais, qui vivent au Togo, qui connaissent les mêmes conditions. Cela pour insister sur le fait que si vous me passez l'image, nous sommes tous dans la même barque et que pour mener cette barque à bon port, en tenant compte du contexte, en tenant compte des moyens et des ressources qui sont à notre disposition, la vision actuelle n'a pas changé en réalité. La vision actuelle s'attache, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à renforcer ce qui a été fait. On a parlé d'avancer, il s'agit de les consolider, de faire en sorte que le chemin qui a été parcouru ne soit pas perdu, mais que progressivement, ensemble, nous continuions d'avancer. Et j'ai envie de dire que... Non, attendez, vous voulez dire qu'il n'y aura pas de changement de cap? Changement de cap, non. Il ne faut pas changer de cap parce que lorsque vous avez une méthode qui donne des résultats, même lorsqu'ils sont modestes, vous vous attachez, en tout cas c'est ma conviction, à les renforcer et à continuer à faire en sorte que les contraintes du moment n'aient pas trop d'effet sur la population, sur le bien-être des Togolais, sur le vécu, sur l'activité économique. Et donc, vous n'avez pas vocation à parler d'un changement de cap parce que ça ferait joli, mais au contraire, de façon, j'ai envie de dire, très pragmatique, à maintenir le cap. Plutôt que de le changer, je parlerai de maintien de cap, de renforcement des actions, d'accélération d'un certain nombre d'actions. Il est question de s'attacher davantage à la qualité et à couvrir en réalité ce qu'on appelle, ce que certains appellent le dernier kilomètre. Ce dernier kilomètre qui fait que vous poussez la minutie jusqu'au bout des projets, jusqu'à un terme, vous me passerez un anglicisme, au delivery, au final delivery. Lorsque vous avez commencé à mettre en œuvre un projet, eh bien vous le suivez étape par étape et vous vous assurez qu'il est arrivé au point de délivrance. Oui, mais attendez, c'est-à-dire que oui, on ne changera pas de cap. Enfin, vous ne changerez pas de cap, vous allez consolider les acquis, mais en même temps, certains Togolais disent, mais il y a des choses qui ne sont pas bien passées, il va falloir quand même changer de méthode. Lesquelles? Non, mais tout
a été beau? Il ne s'agit pas de dire que tout a été beau parce que, encore une fois, pardonnez-moi de revenir là-dessus, ce serait démagogique. Nous sommes sur la terre des hommes et sur la terre des hommes, vous ne pouvez raisonnablement pas, lorsque vous avez la responsabilité de travailler ensemble avec eux au bien-être des Togolais, dire de façon péremptoire que tout a été beau. Mais cela ne vous dispense pas non plus de constater que ce qui a été fait a pu permettre des avancées et en tout état de cause, il me semble pertinent, lorsque c'est le cas, de ne pas céder à la tentation de dire puisque ça ne marche pas, on change du tout au tout. Ce moment également viendra. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous n'en étions pas encore à l'heure de faire le bilan. Lorsqu'il s'agira de cela, eh bien, ce n'est pas que le gouvernement qui, de façon directive, va résoudre l'ensemble des difficultés. Le gouvernement a vocation à créer un cadre, à mettre en place les conditions de cette croissance qui, nous y travaillons, doit nous conduire progressivement à davantage d'inclusion. Mais vous n'avez pas que le gouvernement comme acteur, vous avez le secteur privé national, le secteur privé international, mais vous avez surtout, et je crois qu'il faut insister sur le fait que c'est ce que nous avons de plus cher, vous avez le travail des hommes et des femmes du Togo dans tous les secteurs, tous les jours. Vous êtes bien placés pour savoir à quel point nous, les Togolais, nous sommes travailleurs, et c'est le fruit de notre travail allié aux efforts du gouvernement, à la contribution du secteur privé qui va faire en sorte que cette évolution que nous attendons tous va se réaliser progressivement. Dans 10 minutes très exactement, les auditeurs vont commencer par appeler, peut-être pour vous poser des questions de clarification, d'avoir des explications sur des points précis. Je voulais qu'on aborde la mission du gouvernement de transition, parce que c'est bien un gouvernement qui va nous amener donc véritablement ce qu'on met en place toutes les institutions de la République. Je vous demanderai pourquoi est-ce que vous n'avez pas votre gouvernement ou le gouvernement auquel vous appartenez n'a pas encore mis en place le gouverneur de la région centrale. On n'en est pas encore là. Mais la déclaration, oui, je vous ai filé la question que je voulais poser, mais qui n'est pas sur le protocole. La déclaration de politique générale est centrée, on l'a vu déjà, autour donc de certaines lignes directrices. On a parlé de sécurité, de la santé, du social, de l'emploi et aussi de l'agriculture. C'est vrai que les besoins des populations, on le voit clairement, n'ont pas changé. Mais qu'allez-vous faire de nouveau pour modifier la courbe? Je reviens sur la question. Parce qu'on a écouté le Premier ministre à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Togolais que vous allez faire dans les 8 mois à venir? Je vois que vous insistez. On a envie de savoir. Oui, on a envie de savoir ce que vous allez faire pour les populations dans les 8 mois à venir, parce que vous n'avez que 8 mois en tout cas. Oui, votre décompte est tout à fait juste au regard des dispositions pertinentes de la Constitution du 6 mai 2024. Et une fois qu'on a dit ça, il faut également dire, et je suis désolée de devoir insister, parce que vous insistez sur le changement et sur la nouveauté. Je n'ai aucune envie, et si je le faisais, je ne vous dirais pas la vérité. Donc je n'ai vraiment aucune envie de vous dire qu'une baguette magique va venir faire sortir du chapeau, un peu comme le lapin des magiciens, faire sortir du chapeau une situation toute nouvelle où tout ira bien tout de suite. Eh bien non. J'ai parlé tout à l'heure de travail. Il me semble que nous devons vraiment, en tant que Togolais, en considérant que c'est le premier mot de la devise de notre pays, rester attentif à ce qu'est le travail. Le travail, c'est toujours un processus. On ne se lève pas du jour au lendemain pour espérer engranger des résultats d'un travail qui aura été dans l'immédiateté. Le temps est une condition nécessaire du déroulement de cela. La feuille de route du gouvernement dont nous parlons, parce que c'est le cadrage des interventions gouvernementales, c'est 3 axes, vous le savez. Chacun de ces axes continuera de bénéficier de l'attention du gouvernement, des départements qui sont concernés. Je l'ai dit, dans une optique de renforcement, dans une optique d'accélération, dans une optique d'attention à la qualité
pour que les ressources dont nous disposons, j'ai parlé tout à l'heure en mentionnant le contexte général, que nous sommes dans une situation, une conjoncture internationale marquée par la raréfaction des ressources. Donc lorsque les ressources sont rares et que vous les mobilisez, eh bien il faut faire en sorte que leur utilisation parcimonieuse soit également couronnée par l'efficacité, l'efficience de la dépense. Donc c'est ce à quoi on va s'attacher. Vraiment, Eric, vous ne me ferez pas dire que nous allons faire un miracle demain. En revanche, je continue de vous répéter que nous allons continuer à travailler, ne pas désespérer, remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier parce que, et pour le coup, je n'ai pas de doute dessus, à force de travail, on y parvient. Alors, il y a beaucoup de points qui ont été évoqués. Je vais d'abord sélectionner 2 ou 3 points. La question de la sécurité, la paix. Qu'est-ce qui va être fait aujourd'hui? Nous avons mal quand il y a des décomptes qui se font sur les réseaux. Le Togo, on a attaqué le Nord, il y a tel nombre de morts et qu'on sort. On a mal, mais nous autres, on est impuissants. Mais qu'est-ce qui va être fait pour renforcer ça? Pour que l'ennemi ne nous attaque pas impunément. Enfin, tout le temps. Alors, nous avons mal, c'est vrai. C'est normal que nous ayons mal lorsqu'on nous attaque. Le contexte sécuritaire que j'ai mentionné plus tôt a fatalement vocation à nous contaminer. En tout cas, c'est la situation qu'on connaît. Oui. Et lorsque vous prenez la région septentrionale de notre pays, la vie est marquée, la vie de certains de nos frères et de nos sœurs dans ces localités est marquée par la récurrence des attaques terroristes, les tentatives des bandes armées de pénétrer le territoire. Alors ce qui doit être fait à plusieurs bras, si vous voulez, c'est ce qui a été défini sous le concept de l'approche multidimensionnelle, qui allie une réponse militaire directe lorsque des bandes armées viennent et se mettent à tirer, eh bien les forces de défense et de sécurité du Togo tirent également pour riposter, pour les repousser. Et ça, c'est, on va dire, c'est le schéma classique du point de vue militaire. Mais la réponse du Togo n'est pas que militaire. Elle a été exposée moult fois et totalement assumée. Cette réponse consiste également à associer les communautés à la base à ce contexte d'infiltration très insidieuse du phénomène de l'extrémisme violent qui peut malheureusement prendre plusieurs chemins et plusieurs visages. Et dans cette réponse, eh bien, vous avez également le fait de mettre l'accent sur les actions de développement, notamment, vous l'avez vu dans la région des Savanes, la mise en œuvre du PURS qui a permis de mettre l'accent, de renforcer, d'insister sur un certain nombre d'actions. Le PURS a été mis en œuvre dans la région des Savanes et désormais étendu à tout le pays, de telle sorte que tous les 56 600 km du territoire soient surveillés et que lorsqu'il y a des signaux de vulnérabilité, cela puisse être regardé de façon très rapprochée, mais en même temps qu'on regarde les signaux de vulnérabilité, la vie de tous les jours continue, et la vie de tous les jours, dans le cadrage temporel que nous avons rappelé, qui est celui de la feuille de route, eh bien ce sera la mise en œuvre de ces 3 axes-là. D'accord, très bien, on va parler de la santé, mais avant je m'en voudrais de ne pas vous interroger sur ce sujet lié donc à la sécurité nationale. Depuis quelques jours, la presse en parle parce que le procureur en a parlé, l'enlèvement de ce Béninois du Togo, un kidnapping, c'est le mot que le procureur a employé, spectaculaire. Que dit le gouvernement? Parce qu'on n'a pas encore entendu. Donc vous êtes porte-parole du gouvernement, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous dites de ce sujet-là? Alors, le gouvernement ne dira pas autre chose que ce que vous avez lu dans le communiqué du procureur, puisque la République est organisée en pouvoir et que monsieur le procureur a toute légitimité et toute habilitation pour avoir donc décrit les faits tels que cela est résulté des enquêtes qui ont été menées. Et voilà ce que le gouvernement peut dire. Les actions ont été intentées selon ce que ce communiqué a mentionné. Et bien, ces actions suivront leur cours. J'ai envie de vous dire que c'est du droit commun. C'est malheureux que cela se passe comme ça, mais le gouvernement n'a pas vocation à dire
autre chose que ce qui a été dit et qui correspond à la réalité. Oui, ça c'est le volet judiciaire, volet diplomatique. Est-ce que ça ne va pas provoquer un incident diplomatique, cette affaire-là? Alors, il n'y a pas de vocation à souhaiter des incidents diplomatiques. Alors, il y a des circonstances qui surviennent et qui sont prises en charge. Vous avez été défié par le Bénin? Vous voulez. Alors, je n'ai pas entendu le Bénin, qui est un pays voisin, qui est un pays ami, qui est un pays frère et qui a toujours entretenu de bonnes relations avec le Togo parce que c'est ainsi, nos populations sont imbriquées les unes dans les autres et la définition des lignes qui nous servent de frontières ne sont pas des lignes de démarcation qui mettent fin à la fraternité, à la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Il n'en demeure pas moins que dans une même famille, si vous avez des frères et des sœurs, vous avez dû l'expérimenter, il peut subvenir des situations sur lesquelles tout le monde n'a pas le même point de vue. Ça ne les empêche pas d'en parler et il n'y a en tout état de cause pas lieu, à mon avis, tout de suite de tracer une ligne de démarcation et de déclarer qu'il y a eu des filles, il faut mettre... voilà. Le volet santé, je crois avoir entendu qu'il y aura des hôpitaux mères et enfants. Oui. Est-ce que j'ai envie de savoir, et nous les hommes, on n'est pas dedans? En général, les enfants sont des deux sexes. C'est le Créateur, dans sa grande sagesse, qui a fait en sorte, et nous l'avons constaté en arrivant nous-mêmes sur Terre, que la partie, on va dire, visible de la procréation soit confiée à la jante féminine. Et donc, le fait qu'il y ait des hôpitaux mères et enfants, c'est simplement, de façon plus sérieuse, pour dire que c'est un pan de la santé, de la vie, qui méritent une attention particulière. C'est pour ça qu'il y a des structures qui leur sont dédiées. Okay. Ça n'empêche pas que, par ailleurs, l'ensemble du système de santé du Togo s'intéresse autant aux hommes qu'aux femmes de ce pays et aux enfants de ce pays. Les jeunes, l'emploi des jeunes, est-ce que cette fois, il y aura beaucoup plus d'intérêt à la jeunesse? Plus qu'hier, aujourd'hui? Vous insistez sur le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau et je continue d'insister sur le fait que, en réalité, ce que vous mettez sur le chapeau du nouveau, sous le chapeau du nouveau, au niveau du gouvernement, nous le voyons plutôt sous le vocable de l'intensification des actions. Et donc, l'emploi des jeunes, et l'emploi de façon générale également, a toujours été au cœur des préoccupations. L'emploi, il est soit créé, mais de façon marginale par l'État à travers le recrutement des fonctionnaires. L'emploi est également essentiellement créé par le secteur privé, qu'il soit national ou qu'il soit international. Et les conditions de sa création sont connues. Il faut avoir un environnement des affaires sain. Il faut être attractif aux investissements étrangers pour permettre que des structures privées s'installent et recrutent des Togolais. Et donc tout cela va être poursuivi et intensifié. Voilà. Alors je pose là aussi cette question parce que ces temps-ci on écoute des licenciements. Ici il y a le confrère Tampa Express qui a sorti un article, d'ailleurs on en a parlé ce matin, pas de licenciement dans une structure de la zone franche. Et on a envie de savoir si vous êtes au courant et qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait moins de licenciements dans les entreprises au Togo. Alors, le secteur privé est caractérisé par un certain nombre de codes et le monde du travail lui-même est régulé dans notre pays. Et ce que le gouvernement a fait et continuera de faire, c'est de s'attacher à ce que, en tout point du territoire, les dispositions relatives aux droits du travail soient appliquées à tous. Qu'il s'agisse de sociétés, comme vous l'avez indiqué, installées en zone franche ou non. Les Togolais qui accèdent au monde du travail ont vocation à être protégés par le corpus juridique qui est dédié à cela. S'il y a des situations particulières, elles ont donc vocation à être regardées de façon particulière pour que des solutions ponctuelles y soient apportées, mais de façon globale. Cadre juridique et législatif, protection des citoyens, vous pouvez protection aller des travailleurs. Peut-être empêcher qu'il y ait des licenciements pour protéger les emplois.
de la population? Alors... Ou c'est compliqué pour le gouvernement? Il faut regarder qui a la décision. C'est pour ça que je parle de ce que la vocation de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Sauver les emplois. Sauver les emplois, en créer, faire en sorte que ceux qui sont créés restent décents et maintenus et que d'autres viennent s'y ajouter. Il n'y a pas d'avancée pour nous parce que depuis le début de cet entretien, nous avons parlé d'avancée, de progrès. Il n'y a pas d'avancée lorsqu'ils sont créés, détruits tout de suite, puis récréés ensuite et détruits. Cela ne contribue pas à l'objectif, donc nous resterons, comme nous l'avons toujours été, attentifs à ce que l'emploi dans notre pays continue de croître, parce que ça relève non seulement de la dignité humaine d'avoir du travail, mais également de la possibilité pour tous les Togolais de pouvoir, par le fruit de leur travail, se nourrir eux-mêmes, nourrir leur famille, assumer un épanouissement individuel et contribuer au niveau collectif à la prospérité de tous. Alors, nous sommes dans la 5e République depuis plusieurs mois déjà et votre gouvernement est un gouvernement de transition. On a envie de savoir ce qui va être fait jusqu'à ce que toutes les institutions soient mises totalement en place. Qu'est-ce qui va être fait? Alors, ce qui va être fait et qui relève de l'un des deux axes que Madame le Premier ministre a mentionné, c'est la mise en place progressive des institutions de la 5e République, ce qui a déjà été fait à ce chapitre, notamment depuis la présentation de la déclaration de politique générale qui a eu lieu le 23 août dans la matinée. Vous l'avez vu, c'est le Conseil des ministres l'après-midi qui a procédé à la nomination des gouverneurs de région. Exact. Ça, c'est ce qui a déjà été fait. Ce qui reste à venir, c'est l'installation des conseils régionaux. Il faut que les conseils de région s'installent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont permettre que le Sénat togolais puisse être constitué. Le gouvernement, de son côté, va continuer la prise, à travailler sur les textes qui vont permettre l'organisation de ces élections sénatoriales. Elles seront suivies par l'installation du Sénat, ce qui donnera au président de la République la possibilité de convoquer le Congrès, qui est la formation réunie de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Congrès pourra procéder à l'élection d'un nouveau président de la République. Nous pourrons assister à la passation de service au niveau de la présidence de la République, à la prestation de serment du président du Conseil tel que prévu dans la Constitution du 6 mai 2024, à la formation d'un gouvernement. Ça, c'est sur le plan de ce qui concerne l'exécutif. Toutes les autres institutions vont continuer à évoluer. Les institutions de la République, la justice, on assistera donc au fonctionnement régulier de toutes les institutions telles qu'elles sont prévues dans cette Constitution. Tout va se passer normalement jusqu'au mois de mai prochain, c'est ça? Il faut que tout se passe normalement. Mais les gouverneurs, pourquoi votre patron a décidé d'envoyer un civil dans les savanes plutôt que des militaires qu'on a mis ailleurs? Je vais répondre à votre question après vous en avoir posé une, si vous permettez. Est-ce que vous avez été dans la région des Savanes récemment? Non. Dans la région des Savanes, en raison du contexte sécuritaire, il y a c'est une région en opération, si vous me passez l'expression, et donc c'est une région où une organisation sécuritaire et militaire est déjà en place. La vision qui est mise en œuvre, ce n'est pas, je l'ai dit, lorsque nous avons parlé de la réponse togolaise au contexte sécuritaire, ce n'est pas de tout militariser, mais c'est de répondre aux impératifs militaires et sécuritaires tout en continuant le développement. Et donc, dans la région des Savanes, vous avez déjà des opérations, vous avez des forces de défense et de sécurité qui sont présentes et qui, jusque-là, font que s'il faut compléter l'architecture administrative, la qualité du gouverneur qui a été nommé pour cette région n'est pas du tout en cause, et donc voilà, il n'était pas forcément nécessaire d'y envoyer, comme je vois que vous le souhaitez, un de nos frères ou sœurs des forces de défense et de sécurité. Pas nécessairement. Mais vous écoutez l'opinion, des gens en parlent. Des gens en parlent, et c'est pour ça que je vous remercie. Vous écoutez, oui ou non?
j'écoute. Et c'est pour ça que je vous remercie de me poser la question. Ça me permet de faire cette pédagogie. Je compte sur vous pour la relayer. Moi-même, je continuerai à la relayer pour que nous comprenions que la gestion des affaires publiques, c'est un tout. C'est une recherche d'équilibre constante. Il n'y a pas de vocation lorsque ce n'est pas le cap ou ce n'est pas la vision qui est mise en œuvre à basculer totalement d'un côté. C'est vrai que la tentation pourrait être grande, comme vous le dites, comme vous le dites là, on regarde, on dit contexte sécuritaire particulier, bon, envoyez seulement les militaires. Non, ce n'est pas ça. À côté des opérations militaires, il y a la vie de tous les jours, il y a aussi des civils et tout ça doit être pris en compte. Alors, un autre élément, c'est le gouverneur de la région centrale. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne ou il n'y en aura pas? Le gouverneur de la région centrale reste à nommer parce que s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas la possibilité pour les conseillers régionaux qui ont été élus dans cette région de se constituer en conseil régional et de fonctionner normalement. Or, vous et moi venons de prendre l'engagement, tout doit se passer normalement. Est-ce qu'on va nommer quelqu'un dans les jours à venir? C'est ce que je dis en tout état de cause. Il faut qu'on nomme quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit que le gouverneur de la région centrale reste à nommer. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne? Je ne suis pas en train de chercher, mais ce que je peux vous dire à ce stade, que je vous ai déjà dit 2 fois et que je vais vous redire la 3e fois, parce que nous, on a d'autres glino, c'est que le gouverneur de la région centrale reste à nommer et cela ne saurait tarder. C'est dans le tuyau? Cela ne saurait tarder. D'accord. Là-dessus, on va donner la possibilité, parce que là, je vois que vous ne voulez pas répondre véritablement et on se comprend parfaitement. On va donner la possibilité aux auditeurs, peut-être qu'à eux, vous allez répondre à la question clairement. Ils vont vous interroger. Je vois que vous-même ne croyez pas ce que vous dites. Si. Très bien. Je crois parfaitement. Les auditeurs. 92 60 81 81. On va prendre donc le premier auditeur qui est au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, grand citoyen. Monsieur Karl. Monsieur Karl. Nous vous écoutons, monsieur Karl. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, Karl. Bon, c'est pour demander pour le cas des personnes vulnérables au niveau de l'assurance maladie universelle. Ça fait déjà 1 an que vous avez pris cette décision au Conseil des ministres, comme quoi vous allez subvenir aux besoins de ces personnes vulnérables. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est ces personnes vulnérables qui meurent à l'hôpital à cause de 5 000 francs. Jusqu'alors, on n'a pas de nouvelles par rapport à ce franchise de personnes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Karl. Madame le ministre. Je remercie monsieur Karl pour sa question. Les personnes vulnérables font également partie des bénéficiaires de l'assurance maladie universelle. Oui. Nous allons probablement en revenir progressivement, mais les organes de gestion qui sont en charge de cette assurance maladie universelle, à savoir l'INAM d'un côté et la CNSS de l'autre, ont entamé l'enrôlement et la délivrance des prestations de façon progressive par catégorie d'affiliés, d'assurés, de bénéficiaires. Et je peux rassurer notre ami monsieur Karl que les personnes vulnérables, comme ce que nous appelons les travailleurs non salariés, ne devraient pas tarder à être également enrôlés et à disposer des outils qui leur permettent d'être pris en charge. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous recevons Madame Florence Yaoua Kugan, ministre de la Communication, des Médias, de la Culture et porte-parole du gouvernement, et nous parlons des déclarations de politique générale du gouvernement. 92 60 81 81 à votre disposition. Alors, ceux qui ne peuvent pas appeler en direct, vous pouvez simplement nous envoyer des messages. Vous pouvez aussi le faire en nous envoyant donc vos messages sur le 93 94 96 64. On prend le deuxième auditeur au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour Eric. Oui, bonjour grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien. Quel est votre prénom? C'est Alex. Monsieur Alex, nous vous écoutons. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Alex. S'il vous plaît, moi je voudrais rebondir sur l'emploi des jeunes. Et ma question est de savoir qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent la proclamation des concours de février 2022 et de juin 2023 pour ce qui concerne le ministère de la Santé.
Depuis, on a passé ces concours-là. Le ministre de la fonction publique entre-temps a annulé celui de l'économie et des finances de 2020. Mais pour ce qui concerne celui de 2022, jusqu'à présent, les résultats ne sortent pas. Pour ce qui concerne celui de la santé de juin 2023, ça tarde. Et là, nous sommes dans l'inquiétude, on se pose des questions. C'est juste la question. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alex. Merci de nous avoir appelé. Madame la ministre. Oui, merci Alex pour votre question sur l'emploi des jeunes. L'organisation des concours. Alex, je ne voudrais pas vous donner de réponse qui ne soit pas précise parce que vos questions étaient très précises. Je n'ai pas en mémoire les effectifs qui étaient recherchés lors de ces concours. Ce que je peux dire, c'est que l'organisation d'un concours, c'est toute une... pardonnez-moi de répéter le mot, c'est toute une organisation et qu'en fonction de l'effectif qu'il y a, en fonction des modalités de ce concours, des profils qui sont recherchés, il peut s'écouler un certain temps en fonction également de la capacité des structures à absorber, à déployer tout de suite les personnes qui seront déclarées qui auront réussi à ces concours. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, mais ce que je peux vous dire, Alex, et à tous les autres également, c'est que nous regarderons de près et que la prochaine fois que j'aurai l'occasion de parler de ce sujet, je pourrai vous donner plus de détails. Je crois que cela fait partie de l'exercice tel que nous souhaitons le faire, vous informer, mais vous informer sur la base de données précises. Oui, c'est intéressant d'avoir des données précises pour pouvoir informer nos auditeurs. On va prendre le troisième au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur ou vous l'éteignez carrément? Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Oui, c'est déjà fait. C'est monsieur? Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, nous vous écoutons. Oui. Bon, pour le leader précédent, il a parlé des concours dont mon enfant. Bon, est-ce que le ministre peut nous aider à porter plainte contre le ministre de la fonction publique parce qu'il a lancé un concours, il y a plus de 3 ans, il n'y a pas de résultat? Si c'est annulé, de m'aider, où est-ce que je peux aller récupérer les frais de ces concours-là? Merci beaucoup. D'accord. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Madame la ministre. Merci Pascal. J'ai compris que le fils de Pascal a passé l'un des concours qui ont été mentionnés par Alex. Oui. Pascal, tout en comprenant entièrement votre besoin d'avoir des informations, je voudrais vous suggérer de vous rapprocher de l'administration. Dans chaque administration, il y a toujours une fenêtre qui peut renseigner, conseiller, guider. Et en tout état de cause, si nous nous inscrivons dans une démarche productive, c'est ce que je peux conseiller actuellement à Pascal ou à son fils lui-même qui a passé le concours, se rapprocher de l'administration concernée, demander des informations et elles seront données. Si elles ne sont pas données, Pascal ou son fils peuvent toujours se rapprocher de nous-mêmes qui pourront faire la jonction avec nos collègues membres du gouvernement pour que les réponses recherchées par les usagers de l'administration puissent leur être données. Oui, naturellement, parce qu'on reçoit plein d'auditeurs au téléphone ici tous les jours, presque qui nous balancent les mêmes questions sur les concours 2022, 2023, 2021 et consorts qui ne sont pas proclamés. Et donc, du coup, ils sont à peu près dans l'angoisse. Mais on va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? Monsieur Yaovi, je vous appelle de Nadébé. Monsieur Yaovi, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Bonjour, Yaovi, comment allez-vous? Bonjour, bien, madame. Alors, je tenais à vous féliciter pour votre reconduction au gouvernement de transition. Merci. Vous êtes vraiment la fierté de votre pays. Quand je vous entends, c'est vraiment la joie. Merci beaucoup. J'avais une première question qui a été déjà posée par les auditeurs, celle des concours, donc je vais plus revenir sur ça. Mais ma deuxième question est relative donc au détachement du ministère sinon une branche du tourisme
de la vie. Maintenant que la communication est rattachée, la culture est rattachée à la communication, quel sera le statut juridique du département des loisirs et du tourisme? Merci, madame. Ok. Merci, monsieur Yarouvi. Madame la ministre. Merci Yaouvi, merci dans un premier temps pour les mots aimables que vous avez eus à notre endroit, et je voudrais dire que lors de l'annonce de la formation du gouvernement, il a été également annoncé qu'il sera créé un haut commissariat au tourisme qui permettra donc de centraliser, de coordonner tout ce qui concerne le secteur des tourismes et des loisirs. Alors, bon, d'accord. On va prendre un autre auditeur d'abord. On reviendra là-dessus après. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadou. Oui, madame la ministre, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations. Merci. Mais madame, franchement, ne sentez-vous pas que les Togolais ne sont pas dans le train avec vous? Regardez le cas des émigrants. On a des terrains qu'on peut cultiver, mais nos jeunes, ceux qui sont ces émigrants-là, mais ça ne fait pas peur, madame. Tous les jeunes. Et qu'en pensez-vous à cela? Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. Merci de nous avoir appelé. Merci, monsieur Gado, pour votre question concernant nos frères, les émigrants. J'ai envie de dire, comme je l'avais déjà mentionné, que la construction de notre pays, ce sera à nous tous. Le gouvernement fera sa part, le secteur privé fera sa part, et tous autant que nous sommes individuellement, nous ferons notre part. Quand il en vient au choix de l'activité, le gouvernement, pour ce qui le concerne, crée les conditions d'une transformation du secteur agricole qui rendent cela davantage attractif, qui réduit la pénibilité du travail, qui garantissent un accroissement des rendements, une augmentation corrélative des revenus des agriculteurs. Tout cela, c'est pour attirer en fait aussi nos jeunes vers l'agriculture. Mais vous convenez avec moi qu'on ne peut à ce stade forcer personne à devenir agriculteur, même si nous voyons l'immense potentiel de ce secteur. Il faut continuer à travailler pour que cette attractivité fasse qu'on n'ait plus besoin de dire à nos frères et à nos sœurs, mais tourne-toi vers l'agriculture, l'avenir est là-bas. Très bien. 92 60 81 81, c'est sur Radio Taxi FM Lomé, et notre invité ce matin, c'est Madame Florence Yaouakugan, ministre de la Communication, des Médias, de la Culture et porte-parole du gouvernement. On prend notre auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur? Bonjour madame la ministre. Bonjour. Quel est votre prénom? Oui. Je voulais, parlant du secteur privé, je voudrais juste une orientation. Oui, oui. Quel est votre prénom déjà? Oui, c'est Nabine. Monsieur Nabine, allez-y. Oui. En fait, j'ai travaillé dans une société de sécurité que je ne continue plus. Maintenant, ils me doivent une somme. Maintenant, ils ont fait une reconnaissance. À défaut de payer la totalité de la somme, ils disent qu'ils vont payer 25 000 francs par mois depuis le mois de mai. Maintenant, je l'ai convoqué au niveau de la justice et du travail. Dès lors, je n'ai pas bien de cause. Maintenant, je ne sais plus à quel niveau je dois m'orienter. Donc, si l'invité peut m'aider à s'orienter, ça me fait plaisir. Bon, d'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, Madame la ministre. Encore une fois, pour monsieur Nabine, je suis désolée de savoir qu'il a perdu son emploi auprès de cette société de sécurité. J'espère que dans l'intervalle, il en a trouvé un autre. Sinon, je lui souhaite d'en trouver un autre très rapidement ou d'en créer, parce que l'entrepreneuriat fait partie des branches de la création de l'emploi. De façon précise, pour entrer en recouvrement des impayés qu'il mentionne, je voudrais l'encourager à poursuivre. S'il a déposé plainte au niveau de la justice, je crois qu'il faut qu'il se rapproche du greffe de la juridiction qu'il a saisie. Je ne connais pas le détail de l'action juridictionnelle, donc je ne peux pas lui dire allez à telle porte ou voyez telle personne, mais je crois que c'est déjà une bonne chose d'avoir saisi la justice. C'est une marque de confiance dans cette institution, qu'il continue de relancer le greffe et de voir quand est-ce que son affaire est programmée, c'est au niveau de quel cabinet, et il devrait en tout état de cause
nous avoir gain de cause. D'accord, très bien. Alors, on va prendre le dernier auditeur ce matin, parce que même si on ouvre le standard toute la journée, il y en aura qui vont appeler. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, nous vous écoutons. Alors, bonjour la ministre. Bonjour Abdoul. Merci pour les explications. Merci à vous pour l'écoute. À votre gouvernement. Merci beaucoup. Ok, moi j'ai des inquiétudes. Maintenant, je ne sais pas si les bonnes femmes dans les marchés, c'est même qui constituent les prix d'achat et tout. Bon, puisque les choses c'est tellement cher que quand on arrive dans les marchés, on ne sait pas quoi acheter. Bon, par exemple, le bol de riz, on achète à 1200, 1100 francs. Ça fait 1800. Les bols, bon, franchement, bon, madame la ministre, vraiment, il faut nous trouver des solutions par rapport à ces sujets. Deuxièmement aussi, il y a des inquiétudes par rapport. Vous avez bien fait, le gouvernement a bien fait de nous construire quelques routes. Par exemple, nous prenons la route d'Aïdogomé, qui va à Palimé là. La route là, vraiment, il doit avoir un canal de sensibilisation pour les usagers, parce que ceux qui utilisent les engins, ceux qui roulent les motos, les véhicules, je ne sais pas s'ils savent rouler ou comment. Les gens qui traversent, les piétons aussi, c'est-à-dire que je peux peut-être, entre parenthèses, c'est une route qui est devenue finalement une belle route quand même, mais elle est devenue une route mortelle, quoi. Il ne sait pas quelle explication peut donner à la population usagée pour qu'on évite vraiment des cas d'accident très très graves. D'accord. Merci, madame la ministre. Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Merci de nous avoir appelé. Madame la ministre. Merci Abdoul. Nos mamans qui sont dans les marchés, la hausse des prix est un phénomène généralisé. Si vous nous avez écouté depuis le début, vous avez vu tout ce qui a été rappelé. C'est un phénomène généralisé et lorsqu'on vient au niveau de notre pays, ce qui peut être fait, ce sont un certain nombre d'outils qui sont déployés. Par exemple, sur les denrées alimentaires, vous avez parlé du riz. Il peut en être ainsi du maïs, du sorgho ou d'autres choses. Les dispositions qui ont été prises dans ce secteur et notamment le choix du gouvernement togolais de rendre disponible l'engrais pour nos producteurs, couvrir la totalité des besoins qui sont exprimés au plan national, mais également subventionner de façon très prononcée l'engrais. Ce sont des dispositifs qui permettent d'agir partiellement sur ce phénomène et de continuer à protéger le pouvoir d'achat des Togolais. Mais nos mamans des marchés, elles aussi, elles achètent. Il faut qu'elles fassent du bénéfice, profit, oui. Voilà, pour faire vivre leur famille. Donc c'est un cycle et c'est nous tous qui allons participer à cela. C'est là. J'ai envie de donner un peu la même réponse pour ce qui est sur la prudence sur les routes. La route est là. Le gouvernement a mobilisé les ressources pour construire la route parce qu'il faut que nous nous développions en développant nos infrastructures. Une fois que cela a été fait, le code de la route existe. Il ne devrait être ignoré d'aucun usager de la route. À partir de là, c'est vrai, les forces de sécurité sont là pour le rappeler, pour verbaliser ceux qui font des écarts, mais nous-mêmes aussi en tant que citoyens, et c'est là-bas que je disais que c'est à nous tous de faire notre part. Nous aussi en tant que citoyens, nous pouvons conseiller à nos frères, à nos sœurs qui prennent la route à roule prudemment, fais attention, et tout ça contribue à rendre nos routes viables plutôt que mortelles. Ah oui, c'est intéressant dans ce cours-là finalement. Alors, je voulais vous lire un message d'un auditeur et avec ça, on va clôturer. Il dit ceci: beaucoup de beaux discours maquillés, répétitifs de notre gouvernement. Quel résultat palpable pour le bénéfice des populations qu'on représente? ZAP, qu'est-ce qui est sorti des terres à ce jour depuis 2019? L'armée est bien dotée? Les infrastructures sanitaires sont où?
l'école, le lycée 2 février fermé toujours. Or, les élèves et parents souffrent énormément. Sport, quel projet de stade? Prison, quelle suite aux recommandations pour une vie décente des détenus? Les routes, pourquoi plus de 3 ans pour finir 117 km Lomé-Palimé? Pourquoi ramener les retraités au poste? Et à quand la formation et l'apprentissage des jeunes à gérer les affaires publiques? Voilà autant de points qu'il a envoyés. Bon, je sais pas, ce qui vous intéresse dedans, vous placez un mot là-dessus? Tout m'intéresse, parce que tout ce qui intéresse les Togolais m'intéresse. Tout est relatif. Oui. Okay. Je trouve intéressant que notre ami anonyme parle de la route Lomé-Palimé, parce que l'auditeur précédent venait d'en parler, et il en avait parlé en des termes positifs. Celui-ci en parle en termes négatifs. Ça fait partie de la liberté profonde. C'est pas tant négatif parce que ça fait plusieurs années, mais on n'a pas encore fini le chantier. C'est pour ça de l'humanité. Je ne sais pas si notre ami s'est rapproché de ce chantier, à regarder quels sont les délais d'exécution. Je ne veux pas trop m'avancer dessus parce que je n'ai pas les dates en tête non plus. Mais de façon globale, s'il souhaite savoir ce qui est sorti des ZAP, est-ce qu'il a un parent qui est installé sur une ZAP? Est-ce que lui-même est dans le domaine de l'agriculture? Est-ce qu'il est juste allé vers une ZAP et a demandé à ceux qui sont là? Parce que ce sont des structures très organisées. Vous avez un président de ZAP. En fonction des spéculations, vous avez celui qui s'occupe du sésame, du maïs, du soja, etc. Est-ce qu'il a parlé avec l'une ou l'autre de ces personnes et su ce qui est sorti de cette ZAP depuis le temps? Même chose pour l'armée, on a parlé de beaucoup de choses, Eric, je voudrais vous prendre à témoin. Et donc, notre perception doit être affinée par le rapprochement que nous faisons en allant effectivement chercher les informations factuelles. C'est elles seules qui nous permettent d'analyser vraiment. Et on l'a dit au début, il y a un gap ou une distance entre ce qui se fait, ce qui se mesure et ce qui se ressent. Mais je voudrais plaider pour que nous ne jetions pas le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il a encore de belles années à vivre. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Mais est-ce que je vais vous demander de prendre un engagement de revenir dès que possible pour peut-être répondre à des questions des auditeurs? Est-ce que vous acceptez? J'accepte volontiers et je vous en remercie, parce que en m'invitant ainsi et à venir poursuivre ces échanges, vous me permettez de continuer la pédagogie de l'action gouvernementale, qui est un des leviers pour faire infiltrer davantage de compréhension de ce qui se fait par nos concitoyens, et c'est en comprenant mieux qu'ils pourront jouer leur partition, et c'est lorsque le plus grand nombre aura compris que tout le monde se sera mis à jouer sa partition que la mélodie de notre pays sera la plus belle. Chaque 2 mois, ça vous va? Vous insistez pour qu'on prenne des rendez-vous datés. Eh bien, pourquoi pas, essayons. En tout état de cause, je ne serai pas la seule, vous l'avez dit, je suis ministre porte-parole du gouvernement, mais tous mes collègues membres du gouvernement vont continuer cette pédagogie, et en fonction des besoins, n'hésitez pas à nous faire savoir, et nous saurons soit venir nous-mêmes ou envoyer vers vous tel de nos collègues qui est à même de répondre aux questions du moment. Dernier jeudi du mois d'octobre, c'est bon? Eric, vous êtes insistant. Nous allons essayer pour le dernier jeudi du mois d'octobre. Super. Je prends à témoin tous les auditeurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment, parce que, comme je l'ai dit, ce moment nous a permis d'échanger, pour nous de recueillir un certain nombre de préoccupations qui vont continuer à être reversées à la réflexion générale, parce que c'est dans cette dialectique également que nous y arriverons tous ensemble. Naturellement. Notre invitée ce matin, c'est Madame Florence Yawa Kugan, ministre de la Communication, des Médias, de la Culture et porte-parole du gouvernement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci à nos amis de TikTok également qui ont suivi le débat. Appelez-moi Saint-Irrigator, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si tout va bien. À très bientôt, au revoir.
devait cesser un deuil.